Alors, la première étape, justement, j'ai préféré commencer par un petit diagramme représentatif de la base de données que l'on va créer ensemble. Alors, je disais tout à l'heure qu'il s'agit de, justement, MySQL, c'est un système de gestion de base de données relationnelle. Donc, quand on parle de relationnel, c'est-à-dire qu'il y a justement des entités, et entre ces entités, il y a un ou plusieurs liens. Bon, entre deux entités, donc essentiellement, il y a toujours un seul lien, une seule liaison. Donc là, on a deux tables. Une table EMP, une table DEPT. EMP pour dire employé. Donc un employé, vous savez, dans la notion de l'orienté objet, une entité est définie par des propriétés et des méthodes. Alors, ce qui définit une classe dans l'environnement orienté objet, c'est que une entité devrait avoir des propriétés qui sont propres à elle. On peut en instancier des objets, autant d'objets que l'on souhaite. Et voilà, donc ces objets-là devraient admettre les mêmes propriétés dont dispose la classe mère, ou l'entité mère, si l'on peut dire. Donc, vous savez, la terminologie, le jargon, ça diffère du contexte dans lequel vous parlez. Donc, si vous faites de la conception du ML, du MERIS, donc là, vous utilisez le mot entité plutôt que classe. Si vous faites du développement orienté objet, en C#, pour Java ou autre, TypeScript, donc là, vous utilisez la terminologie, le terme classe pour définir l'entité, donc terme utilisé en conception. Donc, voilà, donc pourquoi je voulais que je commence par un diagramme pour que la liaison entre ces deux entités qui vont devenir par la suite des tables, pour que la liaison entre elles soit claire, ainsi que les propriétés contenues dans chacune de ces entités. Alors, l'entité employé, justement, un employé il est défini par un numéro qui est de type int, un nom qui est de type varchar pour dire chaîne de caractères, le job qui est de type varchar, pareil. Donc ce qui diffère entre le nom et le job, c'est que c'est la taille, justement ici c'est 10, ici c'est 9. Mger, c'est en fait le numéro du manager de l'employé en question. Hire date, la date d'embauche qui est de type date. Salary, donc le salaire qui est de type int. Com, pour dire commentaire, plutôt, non, excusez-moi, c'est plutôt la commission qui est de type int. Et puis, depno, c'est-à-dire le numéro du département auquel appartient l'employé, qui est de type int. Vous remarquez ici que, contrairement aux autres champs, ce champ-là, il apparaît avec une puce en rouge. Pourquoi? Pour dire que cette valeur-là, elle provient d'une autre table qui s'appelle dept, et dont la clé primaire est depno aussi, qui est de même type, évidemment, c'est du type int. Je m'explique. Donc, l'entité dept, elle est définie par une clé primaire, depno, deux autres champs, dname, pour dire le nom du département, dont le type est varchar de 14, et la localité qui est de type varchar de 13. Alors, qu'est-ce que j'allais dire en fait? Justement, donc, un employé devrait appartenir à un et un seul département. On ne peut pas avoir un employé qui appartient à deux départements en même temps. Donc, d'où la cardinalité 1-1. Qu'est-ce que c'est que la cardinalité? On parle aussi de multiplicité. C'est que entre deux entités, on devrait spécifier dans les deux sens le nombre, c'est-à-dire le nombre d'objets auxquels correspond chacune des entités. Ici,
on dit que l'employé il appartient à un et un seul département, tandis qu'un département il peut contenir donc un ou plusieurs employés. D'accord? Alors de ce fait, il y a une migration de clés, donc deptno ici qui est la clé primaire de l'entité dept, va migrer dans l'entité employé. Là, c'est pour cela qu'on a une couleur différente. Tandis que tous les autres champs sont similaires en termes de représentation. Et il y a aussi les clés primaires qui apparaissent avec une clé jaune à gauche pour dire qu'il s'agit de l'identifiant de l'entité en question. Ici, la clé primaire, c'est empno dans la table employé. Ici, la clé primaire, c'est deptno dans la table dept. Alors, justement, une entité, une table, en général, devrait avoir au minimum une clé. Bon, je ne vais pas dire au minimum, mais une et une seule clé primaire qui est l'identifiant de la table. C'est quoi? C'est juste le fait qu'on ne peut pas avoir deux objets de la table employée admettant la même clé primaire, admettant le même numéro. Ça, c'est impossible. Pourquoi je disais une seule clé primaire? Parce qu'on peut parler aussi d'une clé primaire simple ou d'une clé primaire composée. Ça peut être une clé primaire binaire ou ternaire ou NR. Si ça pourrait assembler, disons, plusieurs autres clés primaires provenant d'autres tables, dans un autre contexte quelconque. Bon, là, on va simplifier les choses parce qu'on vient tout juste de commencer. Mais voilà. Donc, à partir de ce diagramme-là, on va justement... moi, ce que j'ai fait à ce niveau, c'est que j'ai fait un reverse engineering à partir de, justement, à partir de la base de données, j'ai généré ce diagramme. Vous voyez? Et c'est fait exprès que je vous montre le diagramme avant de générer la base pour que vous compreniez justement le contexte de cette étude de cas. Voilà, donc on va directement dans le localhost. Bon, je travaille sur le localhost, bien sûr, mais vous pouvez travailler sur disons, des bases de données distantes, dont vous spécifiez l'adresse IP et le numéro de port, et vous pouvez vous y connecter normalement sans aucun souci. Mais là, puisque c'est un tutoriel, donc je n'ai pas à spécifier une base de données distante, donc on travaille en localhost pour juste maîtriser les notions de base du MySQL. Alors, vous voyez donc à gauche là, il y a le panel contenant justement les schémas, schema, on parle de schema en anglais. Donc initialement, il n'y a que le schéma système de Workbench, et on va créer notre propre schéma. Alors je vais vous montrer comment le faire. Donc là, n'oubliez pas que l'objectif, c'est justement d'avoir un schéma représentatif de ces entités-là. Bon, on parle d'employés qui travaillent dans un département. Voilà, un département contenant des employés, donc au sein d'une usine par exemple, une société quelconque. Donc idéalement, on peut nommer le contexte général enterprise, si vous voulez. D'accord? L'entreprise. Je préfère utiliser des termes que vous voulez. Donc, pour créer une base de données, donc, qui contient des tables. Il n'y a pas que les tables, bien évidemment. Une base de données, ça contient des tables, des triggers, des stored procedures, plusieurs propriétés, on verra ça ensemble. Initialement, vous voyez qu'il n'y a aucun schéma ici. Alors voilà. Et puis, on va créer une base de données, justement. Donc pour ce faire, vous devriez taper justement le mot create database et vous spécifiez le nom de votre base de données. Ici, on a choisi d'utiliser le mot enterprise. Donc pour pouvoir exécuter ce script là, d'accord,
Tout d'abord, pour pouvoir ouvrir, c'est-à-dire, voilà, donc lancer ou créer un nouveau script, il suffit d'aller ici, voilà, create a new SQL tab for executing queries. Donc, c'est-à-dire créer un nouveau fichier SQL pour l'exécution des requêtes. Donc, query en anglais veut dire requête. Alors, pour créer la base de données, justement, on exécute ce script-là. Donc, je vais l'exécuter. Donc, je peux sélectionner, parce que là, il y a deux options d'exécution. Vous voyez, là, il y a l'icône en jaune. Execute the selected portion of the script. Everything if there is no selection. Ça veut dire que si vous ne faites pas de sélection, ça va exécuter tout le script. Si vous sélectionnez donc une portion du script, ça va exécuter uniquement ce que vous avez sélectionné. Par contre, ici, ça exécute uniquement là où vous mettez votre curseur. C'est-à-dire, soit je sélectionne puis j'exécute, soit je mets le curseur ici et j'exécute, ça va donner la même chose. Alors j'exécute justement, donc je vais voir ce qu'il y a comme... Bon, je vais faire... Voilà, donc j'ai exécuté normalement la création de la base de données. Je vais rafraîchir et vous voyez que ce schéma-là apparaît avec 0 table, 0 views, 0 functions et 0 procedure stock. D'accord? D'accord, très bien. Et vous voyez que, justement, ici, Create Database Enterprise, on vous dit que c'est réussi, one row affected. Imaginons maintenant que je veux relancer le script. C'est-à-dire, voilà, donc par erreur ou autre, je ne sais pas, donc je vais le relancer avec la sélection cette fois-ci. Voilà, donc ça va générer une erreur. Donc le même script là, je ne veux pas dire le mot commande parce que c'est pas une commande, c'est un script, c'est le mot exact. Et voilà, on vous dit on vous indique qu'il y a une erreur dans le code émis7. Can't create database enterprise database exists. Justement, on vous indique que la base de données elle existe. Vous ne pouvez pas créer une base de données qui existe déjà. D'accord? Alors, pour éviter cette anomalie, justement, il suffit d'ajouter if not exists enterprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous créez une base de données dont le nom est enterprise si la base de données enterprise n'existe pas. If not exists. D'accord? Alors, je vais retenter le coup. Voilà. Donc, on vous dit que ce n'est plus une erreur comme là, vous voyez, mais justement, c'est un message de warning. Vous savez, un warning, donc ça bloque pas le process d'exécution. Ça vous indique un message d'avertissement, c'est une alerte, mais le process d'exécution, ça continue. Donc si jamais j'ai sélectionné tout le script, donc ça ne va pas bloquer ici, même si je dispose déjà d'une base de données, ça va continuer jusqu'à la fin. D'accord? Voilà, donc c'est un peu ça. Et puis, voilà, donc je disais que c'est un warning. Déjà, on vous indique que one row affected, c'est-à-dire que l'exécution a été faite, mais on vous indique une alerte indiquant que can't create database enterprise database exists. Donc, on ne peut pas créer une base de données qui existe déjà. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à la création des bases de données et l'option if not exist pour ne pas déclencher une erreur en cas de création d'une base de données déjà existante.